Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, info. Arc-en-ciel, animation festive. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, une émission spéciale toujours dans le cadre de la boîte à idées de faire sortir la gestion de l'islam de France de sa crise qui a un effet très négatif sur les musulmans qui se trouvent dans une position très difficile, coupables et aussi victimes. Mesdames et messieurs, retour direct 91.5 FM et sur radiopluriel.fr. Nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Roland Lafitte. Bonjour, monsieur Lafitte. Bonjour, monsieur Lafitte. Oui, bonjour, voilà. Voilà, bonjour parfait, c'est la technique et c'est le direct. La technique, ben oui, nous sommes tributaires. Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel et merci d'avoir accepté notre invitation. Et en plus, un dimanche, le premier dimanche du mois de mars. Et c'est un honneur pour nous et surtout à l'ensemble de notre auditoire qui nous font honneur de participer avec nous dans ce débat qui, ça fait presque maintenant depuis octobre 2017. Nous avons entamé sur un décryptage transversal sur la question de la gestion de l'islam, suite bien entendu aux conséquences des attentats qui ont touché un grand nombre de Français et de musulmans, des différentes religions aussi, qui étaient victimes de ces attentats. Et notre objectif derrière cette démarche, c'est de clarifier les tenants, les aboutissants de ce dossier. Et nous sommes arrivés maintenant à faire une conclusion assez importante suite à la décision de Monsieur le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, qui a annoncé comme quoi il va poser dans le premier semestre, avant la fin du premier semestre 2018, les jalons de toute l'organisation de l'islam de France. Et Monsieur Roland Lafitte fait partie des gens qui ont participé avec nous dans un décryptage transversal et nous sommes maintenant dans un cadre de propositions, d'idées, de propositions, de solutions éventuelles pour que l'islam de France trouve la paix comme les autres religions. Je tiens à préciser à notre auditoire aussi que nous sommes heureux d'avoir dans notre studio un ami donc qui est aussi coutumier à l'émission Arc-en-ciel. C'est monsieur David Valla, un écrivain, un auteur, mais aussi un ex-djihadiste qui est venu pour encore enrichir le débat, pour faire des propositions très intéressantes pour sortir l'islam de cette crise, mais aussi de voir quelles pistes de travail sur la radicalisation de nos jeunes. Monsieur Roland Lafitte, c'est un chercheur indépendant et essayiste, secrétaire de la Société d'études linguistiques et étymologiques françaises et arabes, CELEFA, qui mène notamment un travail sur les mots de l'islam, et il est par ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages sur les rapports entre l'Europe et le monde arabe. Monsieur Lafitte, bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Merci beaucoup et bonjour à tous les auditeurs. Écoutez, donc, parmi la question qui se pose, comme vous le savez pertinemment, nous sommes dans une période transitoire pour que l'islam puisse avoir, peut-être, avec cette présidence de M. Emmanuel Macron, une organisation saine pour le gérer, parce que ça commence à bien faire. Et ma première question, vous avez certainement pris connaissance dans la presse, comme beaucoup des projets de réforme de M. Macron. Pouvez-vous nous donner votre avis sur la question? Oui, évidemment, mais il faut avouer qu'on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on a jusqu'à maintenant, on sait que Emmanuel Macron veut
a des projets de réforme. Alors, que veut-il faire? On a jusqu'à maintenant des signaux tout à fait contradictoires. Pendant la campagne électorale, il a par exemple dénoncé le laïcisme, en disant que la laïcité est à égale distance de toutes les religions, que on ne doit pas faire d'elle une arme contre l'islam. Bon, très bien. Sauf que quand on regarde ce que fait le ministère de l'Éducation nationale, il se passe des choses. La présence des laïcistes, justement, à l'Éducation nationale, et notamment dans le Conseil des sages de la laïcité, est grande. Et puis, des mesures qui paraissent tout à fait étonnantes et qui ne sont pas du tout conformes à ce qui avait été dit. Et puis, le ministère de l'Intérieur aussi a une pratique contradictoire. Quand M. Macron, dans sa campagne, disait, et même avant sa campagne, disait que finalement, s'il y a des jeunes qui sautent dans l'irrédentisme politique et même dans la rupture politique, ce qu'on appelle les djihadistes, il dit il y a une part de responsabilité de la société parce qu'elle crée un terreau qui permet cette rupture. Très bien, mais les lois qui sont prises aujourd'hui sur le terrorisme, sur la radicalisation, etc., vont complètement à l'inverse de ça, et on est dans une spirale sécuritaire et psychologiste de la radicalisation dont on ne voit pas où elle peut mener, qui ne fait qu'aggraver les choses. Donc voilà, il faut attendre. Et puis les conseils dont se targue Emmanuel Macron quand il parle de l'organisation de l'islam, il y a des gens quand même qui sont peu propices à donner des conseils de calme, comme par exemple je pense à Gilles Kepel, qui a expliqué qu'on était au bord de la guerre civile, que le salafisme a pratiquement vaincu dans l'esprit des musulmans de France. Bon, c'est gros toutes ces histoires-là. Ce sont pas des gens qui apportent le calme, la paix, fait de manière à calmer la situation et à sortir les musulmans, de nos concitoyens musulmans, de cette situation un peu de difficulté dans laquelle les mettent les attentats pour lesquels ils n'ont rien à voir. Voilà. Donc justement, la question qui se pose maintenant, les musulmans autant que tels, est-ce qu'ils ont le droit à la parole pour parler d'eux-mêmes? Parce que jusqu'à maintenant, on voit les autres qui parlent. C'est vrai, il y a quelques-uns qui en ont fait honneur de participer avec nous, mais ils ne sont pas nombreux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est dommage. C'est dommage, et on le voit même sur la place publique, sont minoritaires en termes de communication. Oui, je pense pas. Je pense qu'on est toujours dans la même politique qui fait les musulmans sont visiblement pas assez adultes pour pouvoir parler par eux-mêmes. Bon, voilà, c'est clair. Alors quand on parle d'organisation de l'islam de France, il faut savoir de quoi on parle aussi. C'est quoi les musulmans? C'est quoi? Les musulmans, comme tous les citoyens, ils ont une expression dans la politique. Ils n'ont pas besoin d'expression à part. Si c'est le culte, il faut dire que c'est le culte musulman et les pratiques du culte. Mais les pratiques du culte, ce sont les musulmans qui ont à y voir. Ce ne sont pas les non-musulmans. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est un rapport entre des organisations et des associations, on peut dire, cultuelles islamiques, qui parlent de la religion islamique, et l'État. Bon, comme c'est fait pour les autres religions, comme pour le judaïsme ou la religion réformée, les protestants ou les catholiques, etc. Donc il n'y a pas de raison de faire quelque chose de différent. Et de s'intéresser à l'islam en tant que tel. L'État ne s'intéresse pas au judaïsme en tant que tel, il ne s'intéresse pas au catholicisme en tant que tel, il ne s'adresse pas à l'islam et il n'a pas à s'adresser à l'islam en tant que tel. Oui, parce que la question qui se pose, M. Laffitte, c'est que les Français, il y a des musulmans français, mais il n'y a pas d'islam de France. On est en plein, on ne sait pas de quoi on parle. C'est ça. Quand on parle d'islam. Regardez, le conseil les organisations représentatives des musulmans. Alors, je passe sur le côté consulaire, les erreurs. L'État a fait ce qu'il a fait, sauf qu'il y a des traditions quand même. L'État français, quand même, on ne peut pas lui enlever la tradition où il chapeautait l'islam et nommait les imams en Algérie, par exemple, pendant la période coloniale. Il ne faut pas l'oublier quand même.
et pratiquement donner son assentiment au président des associations cultuelles. Bon, on n'est vraiment pas sorti de là, même si on met des faux nez à ces institutions de contrôle. Bon, il y a la tendance dans la société à vouloir mettre l'islam, la religion islamique sous tutelle. Eh bien, comme citoyen, on ne peut que s'opposer à ça. C'est très mauvais pour la société, c'est très mauvais pour les musulmans, naturellement, mais ça ne peut créer que de la dissidence parmi des musulmans qui vont refuser ce contrôle. Pourquoi les musulmans? Parce qu'ils font peur? Oui, il y a des gens qui parlent au nom de l'islam qui ont commis des attentats graves. Oui, c'est vrai, mais c'est un problème à traiter. Non pas, c'est pas l'islam en général. Il faudrait que les pouvoirs publics ils laissent la place à des gens qui expliquent quand même que c'est pas l'islam en tant que religion qui par nature créerait cette violence et cette dissidence. Voilà, c'est ça. C'est un gros problème. C'est vrai que c'est un problème. Et c'est aussi aux musulmans eux-mêmes d'affronter ce problème. Et sur le plan religieux, l'État ne peut l'affronter que sur le plan politique. Il a des lois pour interdire les conduites qui conviennent à l'ordre public. Point. C'est tout. Il n'a pas à se mêler de l'islam. C'est tout le discours de M. Aubrou, donc mon ancien intervenant. Le discours, ce que je dis. Oui, il a dit, il a confirmé, il est temps qu'il y a un manque de théologie, il y a un manque de discours théologien. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Bien sûr qu'il y a besoin, mais il y a des prétentions, par exemple, dans les conseillers qui sont écoutés par Monsieur Macron, de créer une instance qui dicte une théologie musulmane. D'abord, c'est complètement idiot parce que c'est pas le rôle de l'État, et deuxièmement, c'est impossible. Et imaginez qu'on va y faire une institution qui coordonne, qui parle de théologie protestante. Il y a combien d'églises protestantes? Est-ce qu'elles se mettent d'accord sur la théologie? C'est justement là qu'elles sont pas d'accord. Vous n'allez pas créer un institut de théologie protestante, à plus forte raison de théologie chrétienne. Mais sous prétexte qu'on parle de l'islam, les 1,5 milliard de musulmans dans le monde, enfin, de religion ou de tradition familiale ou sociale, pourrait avoir un seul représentant théologique. C'est une folie totale. C'est pas possible. C'est une folie. Ça n'existera jamais. Et si jamais quelqu'un veut parler au nom d'un institut théologique, surtout poussé par l'État, tout le monde se fichera de lui. C'est stupide. Comment vous voyez cette présidence laïque d'une fondation de l'islam? La fondation de l'islam de France. Oui. Bon, alors ça pose un problème. Ça pose un problème. Demandez à n'importe quel particulier dans la rue, prenez un micro pour votre radio, et elle a demandé qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert la fondation de l'islam de France. Qu'est-ce qu'il entend par islam, le simple particulier ou la simple passante dans la rue? Il va entendre la religion. Bien sûr. Bon, l'État n'a pas à s'occuper de la religion. Là où il pourrait le faire, dans la mesure où la loi de 1905, c'est joli, c'est un credo que tout le monde dit, il n'y a qu'une loi de 1905, alors qu'il y a eu 7 amendements depuis 1905, et que chacun l'interprète comme il veut. Chacun s'en réclame. Sauf qu'il laisse la part du concordat dans certains territoires. L'Alsace ? Or, lorsqu'il y a eu une initiative de créer une faculté de théologie musulmane, vous avez eu une levée de bouclier des laïcistes, dont certains sont conseillers aujourd'hui, sont consultés par M. Macron, qui ont dit non, ça rompt avec la laïcité. Bon, donc on s'est privé, l'État s'est privé des moyens qu'il avait pour favoriser la théologie musulmane dans un cadre institutionnel qui est lié à lui. Bon. Il l'a refusé. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer, comme le demande l'Institut Montaigne, une sorte de pape musulman, une sorte d'institut théologique musulman. Mais non, ça se fera pas. Ce qui serait utile, c'est d'abord justement de rompre cette ambiguïté. Ça, c'est le rôle de l'État. Rompre cette ambiguïté qu'il y a entre islam comme religion et islam comme civilisation et société. D'accord. Voilà. Là, c'est fondamental. Alors là, il a des moyens.
il faut arrêter d'appeler islamologie n'importe quoi. Demandez même aux enseignants qui ont le titre d'islamologue. Ils en sont souvent mécontents. Qu'est-ce qu'on met dans l'islamologie? L'étude de la religion islamique. C'est très bien, l'université, c'est normal que l'université s'intéresse à la religion catholique, à la religion, c'est normal, c'est des thèses de recherche, c'est des thèmes de recherche tout à fait féconds pour la société. Même chose pour la civilisation islamique. Mais civilisation islamique n'est pas religion. La civilisation islamique échappe complètement à la théologie islamique, au droit islamique, au fiqh. Il y a une grande partie de la société qui s'est développée complètement en dehors de ça. Ce sont des sociétés où l'on se réclame de l'islam, même comme religion d'État, des fois. Bon, d'accord. Mais c'est le domaine de la civilisation. Est-ce qu'on le fait? Alors, il faut le faire davantage. Il n'y a pas assez d'études aujourd'hui, notamment les études arabes, les études sur l'histoire des sciences arabes et islamiques. C'est réduit à peu par rapport à la période coloniale. C'est réduit à peu. Donc il faut relancer ça. Et ce qu'on fait derrière l'islamologie, je suis sûr, je voudrais pas dire trop de bêtises, mais je suis sûr qu'à 80%, les gens qui font de l'islamologie, ils font un travail de repérage sociologique des gens qui pourraient se radicaliser ou passer à la dissidence politique. Sous couleur de jihadiyya islamiyya. De charia islamiyya. Bon. Non. Il faut... On ne va pas, alors c'est une autre question, mais on ne va pas traiter les rapports avec l'islam sous l'angle de la radicalisation, comme on le fait, ou sous l'angle sécuritaire. Donc il faut, l'État peut faire ça. Et puis l'État, il peut aussi, dans les écoles, lancer, un enseignement du fait religieux, où on enseigne qu'est-ce que c'est que les grandes religions. Donc, si j'ai bien Quels compris, sont leurs thèmes, hein? Si j'ai bien compris, Monsieur Lafitte, donc quoi qu'il arrive, j'en sais rien, mais peut-être c'est un petit peu très tôt pour le dire. Donc, quoi qu'il arrive, on est en train de faire une fausse route. On fait fausse route, oui, je le dis. On fait fausse route. Et si on met en avant la fondation de l'islam de France, c'est pas les gens qui sont là, Monsieur Chevènement, pour qui j'ai un grand respect, je veux dire, des gens qui travaillent dans cette institution que j'ai rencontré d'ailleurs. Je n'ai pas de prévention contre eux, mais ils font fausse route. On fera le bilan. Je les invite, s'ils veulent détendre l'atmosphère vis-à-vis des musulmans, de faire le bilan dans 3 ou 4 ans. On fait fausse route en aiguillant sur la religion. Et d'autre part, quand on dit qu'on va former les imams, qu'est-ce que c'est que la formation républicaine des imams? Le ministre de l'Intérieur a sorti ce mot. Il veut des imams de la République. Allez dire aux Juifs, on veut des rabbins de la République. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les rabbins de la République? Mais est-ce que la République, c'est une religion? Eh ben non, justement. Le travail des rabbins, le travail des imams, le travail des curés, ce n'est pas de parler de la République. Il se place notamment sur le terrain spirituel et sur le terrain de la morale politique. Moi, il peut y avoir une intervention. Les chrétiens, les juifs, les musulmans, toutes les religions interviennent sur le terrain politique avec leur propre formulation de l'éthique sociale. Personne ne peut les empêcher de ça. Personne ne peut leur empêcher ça. Mais ils parlent à leurs ouailles. Ils ne parlent pas aux autres. Si moi, je suis, par exemple, protestant, et que je veux absolument que tout le monde ait les mêmes références éthiques que moi, ça ne marchera pas. Pour s'entendre, il faut un principe commun. Ça ne peut pas être les dogmes religieux. Ce ne peut pas être les pratiques religieuses. On peut rappeler des grands exemples historiques. Si on veut dans la civilisation arabe et islamique, la période abbasside, il y avait ce qu'on appelle ici des confrontations, d'accord? Il y avait des confrontations où le calife recevait des gens, des religieux, des catholiques, des juifs, des musulmans, etc., de différentes obédiences philosophiques d'ailleurs. Et quelle était la règle? C'était pas d'imposer ses principes aux autres.
c'était d'utiliser un langage qui soit compris par les autres. Quel est ce langage? On en connaît un. On pourrait le simplifier en disant que c'est le langage de la raison. C'est tout ce que peut faire la République. Voilà ce qu'elle a à faire. Elle doit inciter chacun à utiliser sur la place publique un langage qui est compris par les autres. Mais c'est ainsi qu'il faut éduquer les jeunes à l'école. C'est vrai. C'est ainsi qu'il faut pousser les études dans les universités. Vous le savez comme vous le savez mieux que moi, il y a de moins en moins d'orientalistes aussi. Hein, donc, c'est ce que je dis. Ouais. C'est ça le problème. Alors, supprimons d'appeler islamologue n'importe quoi. Appelons les choses par leur nom. Qu'on développe à l'université les études sur la religion islamique. Qu'on développe les études sur la civilisation islamique. Très bien. Qu'on développe les études sur la langue arabe. Très bien. Et non pas qu'on en fasse quelque chose qui soit, dissuasif dans les écoles. On chasse l'école, on chasse l'arabe des lycées et des collèges. Sous prétexte que l'arabe va mener à la religion. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on laisse l'enseignement de l'arabe à des gens qui n'ont aucune formation. Il y a d'excellents cours d'arabe dans le privé, hein, je dis pas, je connais le sujet. D'excellents cours d'arabe. Mais il y en a aussi de très mauvais. Mais il y a aussi, il faut pas l'oublier, Monsieur Laffitte, il y a une méconnaissance, hein, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont, de la population je parle. Il y a une méconnaissance à quel point, juste pour vous, une petite parenthèse, peut-être qui n'a rien à voir avec le dossier de la religion, mais sur le quotidien. Dans la rue, on dit l'arabe c'est l'algérien. Oui, écoutez, ça c'est fatal. L'arabe ce n'est pas l'algérien, le marocain, le tunisien, l'égyptien. Et ça, les gens ne comprennent pas ça. Alors, il y a deux choses. Vous permettez, il y a deux choses là-dedans. Il y a ce que vous dites. C'est quoi le musulman, c'est l'algérien? Je simplifie, hein. Bon, il y a deux choses là-dedans. D'abord, c'est le rôle de l'école d'enseigner ça, de dire il y a des arabes, il y a des musulmans, c'est pas la même chose, mais c'est le rôle de l'école. C'est le rôle de la presse. Les amis de M. Macron qui tiennent les grandes journaux, les grandes télévisions, etc., et la télévision d'État, ils pourraient faire ça. Ils le font pas. Les émissions de connaissance des civilisations et des religions sont réduites au minimum. C'est réduit à la portion congrue. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut séparer la religion et la civilisation et les sociétés. Il ne faut pas oublier que dans ce pays, il y a un passé colonial. On peut dire on a tourné la page, mais il faut la tourner complètement. Il faut aussi la tourner dans les esprits. Ce qui caractérise l'époque coloniale, c'était l'ethnicisation des musulmans. C'est-à-dire la confusion entre les musulmans comme religion et un groupe ethnologique. Il y avait même la loi sur le code de l'indigénat qui crée un droit spécial pour les musulmans. Il a été créé pour les juifs, ensuite les juifs sont devenus français par le décret Crémieux, donc il n'y a plus ce problème, mais les musulmans sont restés musulmans. On était français, citoyens français, donc français de plein droit, et on était sujets français, c'est-à-dire français sans droit, avec un code répressif spécial. Après, on s'étonne qu'aujourd'hui, il y ait dans l'esprit public des gens qui disent il y a les vrais Français, puis il n'y a pas les vrais Français. Donc l'arabe et les noirs, etc., ne sont pas des vrais Français dans cette inertie de l'imaginaire colonial qui existe toujours. J'ai pas besoin de faire de dessin. Non. Alors, le rôle de l'État, c'est ça. Il le fait à travers l'école, il le fait à travers les télévisions, il doit le faire à travers les télévisions d'État. Ça sert à quoi, les télévisions d'État, s'il n'y a pas des émissions pour expliquer ça? Et il le fait à travers sa pratique. Bon, on n'a pas abordé là, mais je pense qu'on va le faire, la question de la représentation des musulmans. C'est autre chose. Bien entendu, là. C'est là, ça m'amène à une deuxième question qui est en relation avec mon invité, M. David Valla aussi, là, qui écoute. Et certainement, il va essayer de rebondir, si vous le permettez. Pensez-vous qu'il y a un quelconque lien, pour ne pas dire agenda, entre les propositions de lutte contre la radicalisation du gouvernement qu'il vient de dévoiler et son projet de réforme de l'islam dont il tente de ne rien divulguer ou presque? C'est à moi que vous posez la question. Bien sûr, en premier. Attendez. Écoutez, non, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête
des crânes neufs qui pondent les qui pondent les lois, les ordonnances et les décrets. Mais je peux dire une seule chose. On est en train de les éclairer si on peut. Oui, voilà. Alors, cette idée de radicalisation est une idée complètement stupide, je pense, idiote. Bon, on court, c'est-à-dire, on a fait déjà combien de lois contre le terrorisme et de combien de lois contre la radicalisation? Mais tant qu'on n'a pas qu'à couper les racines dans la société de cette radicalisation, tant qu'on laisse des populations entières en dehors de la République, en les ghettoisant, en les discriminant, en les abaissant aux yeux du reste de la population, et tant qu'on a une politique militaire d'intervention dans les pays arabes et musulmans, comme le Moyen-Orient ou le Sahel, croyez-vous qu'on ne crée pas tout le temps, le soufflet des forges qui va créer des dissidences politiques? Mais bien sûr. Alors, si vous touchez pas à ces questions et que chaque année, il va falloir trouver une nouvelle loi contre le terrorisme. Chaque année, on va trouver une nouvelle loi contre la radicalisation. Alors, cette radicalisation vue comme un phénomène psychologique. Mais maintenant, on est en train d'ausculter et de regarder, par exemple, au sein de la mère, si un enfant ne va pas avoir des possibilités de se radicaliser, les signaux faibles, les signaux forts. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Changer de politique générale, et vous aurez beaucoup moins de radicalisés, je veux dire dans le sens où on l'entend, et beaucoup moins de gens qui soient de familles musulmanes ou pas, parce qu'il n'y a pas que des gens de familles musulmanes qui se sont djihadisés, on pourrait dire, puisque c'est un mot à la mode aussi, et qui se sont mis en rupture avec la République. Exact. David. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de recette à ça. Mais la voie qui est suivie est une voie fausse. C'est complètement, c'est une voie absurde. Elle va pas dans le bon sens. C'est évident. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre, qu'on va dénier à la police le droit de se défendre et de prévenir les attentats. Il ne s'agit pas de ça. Écoutez, je vais donner la parole à David pour rebondir sur cette question, parce que il a fait un livre, donc Terreur de la jeunesse, mais aussi c'est un ex-djihadiste qui va donner son point de vue. Oui, David. Alors, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Lafitte, que je partage dans son intégralité. En réalité, j'aimerais juste apporter peut-être un ou deux bémols. Il y a effectivement des causes intrinsèques, endogènes à la radicalisation, mais il existe également un discours face auquel il va falloir répondre. Alors, je suis d'accord avec Monsieur Lafitte également sur le fait que la réforme de l'islam est une impasse absolue. Et ce n'est certainement pas à l'État français de procéder à cette réforme qui, dans son esprit, est déjà vouée à l'échec. En revanche, il faut arriver à procéder à la réforme du rapport des musulmans au texte. C'est vraiment très important. Ah, mais non, mais je n'en disconviens pas, mais moi je ne suis pas musulman et ce n'est pas mon boulot ce n'est pas mon boulot. Mon boulot de citoyen n'est pas celui-là. Je peux le souhaiter chez mes amis musulmans. Moi je le suis et j'ai accès au texte. Très bien. Je ne peux que vous inviter à faire ça. Je peux également vous confirmer que parmi des appels à la haine confessionnelle, ni plus ni moins, ça existe. Il faut pas le non, nier. mais je le sais. Vous savez, j'ai écrit pas mal. Vous savez, je salue votre travail d'ailleurs. Vous avez lu, donc moi je ne donne pas une caution sous prétexte que quelqu'un se dit musulman. Je suis allé travailler sur les textes aussi, et je pense que il y a effectivement, mais c'est une question d'éducation à l'intérieur de la religion. L'État, là-dessus, il n'a pas de discours à avoir. L'État ne doit pas, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne doit pas intervenir sur l'islam qu'il faudrait que nous ayons en France. En revanche, il doit, sur le plan légal et pénal, se prononcer sur l'islam dont nous ne voulons pas. À savoir, il se prononce sur des conduites. Il ne peut se prononcer que sur des conduites. Mais les conduites sont la continuité dans les actes d'un discours idéologique. Oui, mais
vous imaginez l'État en train de dire ça, c'est pas la bonne idée parce qu'elle conduit à des actes. Non, mais c'est pas son revanche, travail. À chaque fois qu'un imam fait l'apologie du djihad, il doit tomber sous le coup de la loi. À chaque fois qu'un imam à mon avis, ça arrive. Hein, je crois pas que la République soit très tendre avec les gens qui contreviennent à la loi. Alors là où je partage également votre avis, c'est que le sécuritaire est plutôt bien fait. Nos forces de sécurité et de police font leur travail, ils sont sur le pont. J'aurais le plus grand mal du monde à les accabler. En revanche, comme vous l'indiquez, s'attaquer aux têtes d'une hydre ne revient à rien si on ne s'attaque pas au corps de celui-ci. Je partage également votre avis sur l'aspect catastrophique en termes d'impact de notre politique étrangère depuis une dizaine d'années. Nous nous sommes mêlés de dossiers. Bon, je n'ai pas les tenants et les aboutissants des dossiers. Je ne sais pas quel pourrait être l'intérêt de notre République à s'en être mêlé, mais ça a un impact auprès de la population des musulmans, parce que vouloir traiter la question sur un plan national en éludant la partie géostratégique, c'est également une impasse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des musulmans de valider les droits de l'homme quand on bombarde des villes comme nous le faisons. Quand on s'entend avec des courants et des États qui font du bon boulot sur place également, voilà. Et surtout quand on va détruire des pays entiers, comme ça a été fait. La Libye est l'exemple absolu d'une intervention malheureuse. Voilà. Oui, on est d'accord avec ça, je suis d'accord. Bon, alors, pour revenir au discours, il existe un discours, pour être clair, il existe un discours qui s'appuie sur l'islam, sur le Coran, sur la doctrine islamique, enfin sur des textes, tout ce qu'on veut, pour justifier des politiques que notre société n'admet pas. D'accord. Alors, comment on le combat ? Il y a deux choses. On ne peut pas le combattre de façon administrative, on ne peut pas le combattre en faisant une chasse aux sorcières, mais il faut déjà que l'État il soit au courant, contrairement à une propagande qui pousse justement à cette radicalisation, de confondre le fondamentalisme religieux et puis le djihadisme, comme on l'appelle. Il y a un lien quand même. Il y a un lien, mais il est le même que celui qui a fait passer hier les gens de la fraction armée rouge en Allemagne, de la social-démocratie au terrorisme. Il y a un lien, bien sûr qu'il y a un lien. Il y a un lien, mais il n'est pas automatique. On peut arriver par d'autres moyens que ça, opposition politique ou religieuse. Et du point de vue religieux, c'est le travail des théologiens, le travail des juristes musulmans de faire ce travail. Il y a une proposition que j'aimerais faire. Vous avez évoqué l'intégration des Juifs dans la République, et il y a eu le Grand Sanhédrin qui, somme toute, quand même, a voulu que l'État se mêle de la pratique, parce que on leur a posé 12 questions au grand rabbin à l'époque. Je sais. Et ils se sont prononcés. Il faudrait quand même qu'il existe l'équivalent vis-à-vis des imams de la République, ou dans la République, de sorte que nous soyons sûrs qu'ils valident le pacte républicain. Je ne suis pas certain que ce soit le cas. Quand, par exemple, un imam refuse de procéder à un mariage d'une musulmane avec un non-musulman, c'est une entrave manifeste à son droit qui est inscrit dans la Constitution de disposer de sa personne. Donc, quand nous arriverons à ce stade-là... C'est une faute. Mais ce sont une série de fautes cumulées les unes avec les autres qui font que ça alimente cette rupture, qui par ailleurs existe de façon sociale. En 1983, la marche pour l'égalité contre le racisme n'avait pas de prétention religieuse. Les jeunes qui sont allés à Paris à l'époque voulaient accéder à l'intégralité de leur citoyenneté. Et c'est suite à cette non-réponse que nous arrivons au résultat d'aujourd'hui. Monsieur Lafitte, si vous le permettez, parce que là, c'est un problème extrêmement délicat. Je pense que ça vaut le coup de bien sûr, bien entendu, je suis d'accord à 100%, mais juste tout simplement parce qu'il y a encore un autre intervenant, comme vous le savez, c'est Monsieur le Président du CFCM, Monsieur Ograz, Ahmed Ograz, qui va intervenir après vous. Il me reste deux questions assez importantes et une qui est en relation avec le CFCM. Donc c'est pourquoi, puisque à l'écoute, j'aimerais bien qu'il va écouter notre débat. Peut-être il rebondira lors de son intervention, peut-être pas, on verra bien. Avec les échecs que l'on ne compte plus de CFCM et la montée en force de la Fondation de l'Islam de France, peut-on dire qu'il s'agit dans le fond d'une tentative de détronisation de la part de cette dernière, d'oubli d'une manœuvre de mise à mort de l'islam consulaire?
Bon, alors je vais essayer de répondre rapidement. Je ne sais pas. Je dirais je ne sais pas. J'ai vu simplement que lorsque M. Macron, et je suis intervenu là-dessus au mois d'octobre d'ailleurs, quand vous m'avez donné la parole, bien sûr, lorsqu'il est intervenu devant le dîner CFCM, du CFCM, ouais. il a affirmé que c'était une des représentations de l'islam, et qui ne représente pas tout le monde. Alors, je pense que beaucoup d'analystes montrent que la représentation, c'est très curieux, le CFCM et toutes les organisations qu'on a voulu mettre en place, ils ne sont pas représentatifs des besoins de la population dans le culte et les pratiques cultuelles. Exactement. Ils représentent soit des mosquées, soit des musulmans. Ce n'est pas le but d'une institution parallèle à celle qu'est le consistoire juif ou le conseil des églises réformées. Non, il faut faire quelque chose qui est parallèle et qui parle uniquement de culte et de pratiques culturelles et respecte toutes les pratiques culturelles différentes des musulmans en France. Il y en a, elles sont très différentes à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Et je dirais même que le jour où aura lieu, s'il existe une seule représentation pour ça, ce qui n'est pas nécessaire, on peut concevoir qu'il y en ait plusieurs. L'important, c'est que la plupart des questions se règlent à l'échelle locale et que le travail, à mon avis, de l'État, c'est d'encourager et de supprimer des obstacles qu'il y a dans les municipalités au développement du culte, au développement du culte musulman. C'est ça le grand problème. Et puis de régler les problèmes en donnant des directives et s'il le faut des règles générales qui ont l'accord des organisations représentatives des musulmans. Le pacte républicain. Alors sur la question du Grand Séandrin, bon, c'est délicat. Pourquoi ? Parce que on a fait ça à l'époque où l'État exigeait le contrôle de toutes les religions sur les cultes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc faire quelque chose comme ça, ça reviendrait à une sorte de bizutage des musulmans. Je pense qu'il faut s'y prendre autrement. C'est une question délicate, c'est vrai. Il y a toute une éducation à faire dans les rangs de la part des organisations islamiques. Il y a un gros travail à faire, sans doute. Il faut savoir ce que la République doit faire et ce qu'elle peut attendre des organisations et ce qu'elle ne peut pas faire. Ceci n'est pas clair encore. Ce n'est pas clair. Et je pense que là-dessus, il y a beaucoup de discussions à avoir. Avez-vous des propositions, des suggestions pour sortir de l'islam de cette crise ? Moi, j'ai essayé d'en faire. Bon, évidemment, elles n'ont pas été sous forme rémunérée. Alors, je dis, l'État, il doit s'occuper l'État, il s'occupe de ses affaires à lui, pas de religion. Il doit faire en sorte que le culte puisse être fait, qu'il n'y ait pas d'entrave au culte, et qu'il y ait une neutralité vis-à-vis des différentes religions, ce qui n'est pas le cas. Pour sa part, je pense qu'il faut une chaire de théologie islamique à Strasbourg, ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas se développer, mais les musulmans, ils vont créer des centres de théologie, j'espère, qui seront multiples et qui débattront, parce que de toute façon, ça n'a jamais été autrement, même dans l'islam, même dans les États. Et enfin, il faut qu'il pousse en dehors de la grande question qu'on vient d'évoquer, de la représentation des cultes et des pratiques cultuelles, il faut l'enseignement religieux dans les écoles, l'enseignement pas religieux, du fait religieux, et une grande question publique qui doit être dans une orientation de l'État dans tous les domaines, séparer la religion et la civilisation. Et toute mesure qui ne les séparera pas, comme le fait la Fondation de l'Islam de France, à mon avis, est vouée à l'échec. Et créer de la confusion supplémentaire. On a parlé un peu de tout, mais on a oublié le plus important. Comme vous le savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et le financement. Et le financement. Oui, mais moi, je pense que l'État, il n'a pas à se mêler de la question de culte, du denier du culte pour les catholiques ou de la question des taxes sur le halal pour les musulmans. Je pense que il n'a pas à se mêler de ça. D'accord. Voilà. Alors, sur la question du financement des mosquées, il y a un autre problème. Je pense que la société n'est pas mûre. Elle le fait, on le fait. Il y a une application de la loi de 1905 qui se fait avec des facilités que peuvent donner fiscales et foncières que peuvent donner les municipalités pour la construction de mosquées. Il faut aller dans ce sens. Il faut aller dans ce sens parce qu'il faut rétablir quelque part, d'une manière ou d'une autre, sans déroger au principe,
l'égalité de toute en matière immobilière de toutes les religions vis-à-vis de l'État, ce qui n'est pas le cas. Puisque l'Église a des vieux monuments qui sont financés par l'État et les mosquées n'ont pas l'âge, sont toutes jeunes. Donc il y a un biais par lequel le culte catholique se fait financer les églises, ce que n'a pas l'islam. Donc il faut trouver d'autres manières qui soient intelligentes. Voilà. Le français musulman, Monsieur Lafitte, certainement ça va être la dernière question si vous le permettez. Le musulman français ou bien français et musulman souffre d'un problème qui est grave, qui le laisse dans un désarroi énorme. C'est la question du carré musulman ou bien la cimetière musulmane. Donc jusqu'à maintenant, il y a des musulmans qui n'ont aucune relation avec leur pays d'origine. Et ils veulent s'enterrer parce que ce sont des Français. Oui, mais ça, je pense que c'est. On doit demander. Le simple citoyen français doit demander à ce qu'il y ait un carré musulman dans tous les cimetières. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Oui, mais c'est une tâche citoyenne que de le demander. Mais alors là, moi, j'aimerais bien donner mon avis parce que quand on sait la raison pour laquelle on doit enterrer les musulmans à l'écart des autres, on est déjà dans l'apologie de la distanciation de l'autre. Donc à un moment, moi je suis contre, réellement, je vous le dis, ce racisme post-mortem, hors de question de le valider. Ah bon, écoutez, donc il y a une discussion là-dessus. Moi je n'y vois pas ça. Moi j'y vois que... Ça n'est pas dans le Coran, c'est dans le hadith. De règles de disposition, par exemple, d'orientation des tombes que les musulmans souhaitent. Ça oui, je suis d'accord, c'est recevable, mais mettre à disposition un carré musulman qui ferait en sorte qu'on valide une espèce d'ostracisation de l'autre finalement, parce que écoutez, c'est ça le fond du sujet. Vous soulevez une question qui est intéressante, auquel je n'ai pas pensé, moi, mais je ne sais pas. D'autres y pensent. Mais je pense que on doit discuter de tout ça, bien sûr. On doit discuter en sachant quelle est la source de départ. Pourquoi cette exigence? Quand on va au texte qui exige cette pratique, on ne peut pas la valider. Oui, mais vous voyez, le problème, c'est que c'est une question d'organisation des cimetières. Donc il doit y avoir moyen de satisfaire tout le monde avec bonne volonté. Et dans ce cas, si les municipalités, etc., sont pas capables de donner satisfaction à tous, c'est à l'État de prendre le taureau par les cornes. Voilà. Tout en sachant ce qu'il fait et sur base de quoi cette revendication s'appuie. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Mais moi, je ne règle pas la question en un tour de main. Je pense qu'il y a des arguments. Vous en sortez un qui me paraît intéressant. Merci. Je vous remercie infiniment à titre personnel d'avoir accepté notre invitation et de parler avec un franc-parler qui... Alors, si je peux rajouter un truc, je vous prie. Que vous ayez invité Monsieur Lafitte, vous dispensez de m'inviter moi, quasiment. Écoutez, moi, mon bonheur, c'est qu'il y ait cet échange. Et sincèrement, je suis très heureux d'avoir un échange entre deux personnes qui sont dans le domaine et qui connaissent ce problématique qui touche les musulmans. Et certainement, il y aura d'autres discussions avec les autres intervenants. Il y aura Monsieur Ogras qui va intervenir. Et après, il y a Monsieur Dahman, qui était l'ancien conseiller de président Sarkozy, qui parlera aussi de c'est des propositions éventuelles pour l'islam de France. Mais on va continuer, soyez sûrs et certains, durant le temps qu'il faudra pour amener les idées et les propositions des uns et des autres. Monsieur Lafitte, oui. Eh bien, oui, je pense que dans une des premières interventions, c'est Tariq Obrou a dit, on est dans une phase, il faut prendre son temps, on est dans une phase de discussion. Il faut déminer le terrain. Exactement. C'est la tâche du pouvoir public, exactement. Non pas de sortir des oukases, déminer le terrain. Est-ce que le temps ne presse pas? Oui, bien sûr, mais chaque fois qu'on veut faire quelque chose trop vite, c'est toujours mal fait dans la vitesse. Il peut prendre des mesures d'urgence, mais des mesures d'urgence qui ne sont pas vexatoires, qui ne sont pas discriminatoires. Ouais, qui vont vers la connaissance, ce serait pas stigmatisation. Il y a une pression, vous l'avez bien dit, il y a une pression aussi qui est médiatique. Il y a aussi, ce que je ne le souhaite pas, c'est poser qu'il y ait un attentat. Au jour au lendemain, la discussion de l'islam, il se trouve sur la scène. Et les politiques, ils restent toujours politiques, comme vous le savez. Oui, bien sûr. Même le temps de la conviction et le temps de la réflexion n'est pas celui de la réaction politique, ça c'est clair. Mais la société est faite comme ça. Ça n'empêche pas qu'il faut prendre son temps et aller à fond des problèmes. Tant que nous en discutons, le temps joue pour nous. Mais oui. Parfait. Oui, merci. C'est vrai aussi. Voilà. Merci Monsieur Lafitte. À très bientôt. Au revoir. Au revoir Monsieur. Merci, au revoir. Arc-en-ciel.
Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Arc-en-ciel, animation festive.